Bonjour à tous, et si on parlait d'Europe, de ce vieux continent dont on dit qu'il est à la croisée des chemins de son avenir, à quoi va-t-il ressembler le 9 juin prochain? 360 millions d'Européens sont appelés à élire leurs députés, 720 au total pour 5 ans, dont 81 en France. La France qui est d'ailleurs le pays le mieux représenté au Parlement derrière l'Allemagne. Alors qui sont ces candidats de Nouvelle-Aquitaine? À quoi aspirent-ils? Que défendent-ils? Bienvenue dans Européenne, moi candidat, et bonjour Benoît Biteau. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes plaisir. de Charente-Maritime, eurodéputé écologiste. Vous repartez au combat, candidat sur la liste Europe Écologie Les Verts portée par Marie Toussaint, en position éligible à la 6e place, c'est ça, j'ai tout dit? A priori, oui, on espère que ce sera éligible, ouais, mais il n'y a pas de raison. Alors, l'Europe qui nous semble si lointaine parfois, et qui pourtant joue un rôle majeur dans notre quotidien, mais qui cristallise aussi de nombreuses colères. Que dites-vous? Stop ou encore? Ah ben nous, on dit encore plus d'Europe, c'est-à-dire que c'est pas parce que cette Europe est imparfaite, et si elle est imparfaite, c'est justement parce que la gouvernance n'est pas la bonne, et c'est pour ça qu'on est candidat, c'est pour essayer de modifier la gouvernance de l'Europe. Mais nous, les écologistes, on pense que c'est pas moins d'Europe qui va nous sortir des sujets sur lesquels il y a des tensions aujourd'hui, c'est plutôt davantage d'Europe, que ce soit sur les problématiques de paix, qui est quand même le socle de la construction de l'Union européenne, mais aussi sur les enjeux pour lesquels on a véritablement rendez-vous avec l'histoire, que ce soit le climat, la biodiversité, la santé. C'est à l'échelon européen qu'on doit traiter tout ça, c'est à l'échelon d'un continent pour avoir une échelle suffisamment grande pour que ça se passe bien. Sauf que voilà, il faut modifier la gouvernance parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des conservateurs, des libéraux qui n'ont pas compris qu'on avait rendez-vous avec l'histoire et sur ces enjeux-là. Alors justement, nous allons aller plus loin et pour ça, on a choisi 4 thèmes. Et d'abord, celui de l'agriculture. Pourquoi? Parce que nous sommes en région Nouvelle-Aquitaine, que c'est la première région agricole de France. Et puis vous êtes vous-même agriculteur. Non, vous préférez paysan. Pourquoi? Je suis paysan parce que je trouve que la référence au pays, au sens... la zone sur laquelle on évolue, donne du sens à ce mot paysan, et je trouve ce terme extrêmement noble, et donc je préfère me revendiquer paysan. Alors, on se souvient tous, et vous y compris, de ces images, de cette colère du début d'année, de ces paysans, de ces agriculteurs qui sont montés avec leurs tracteurs à Paris et à Bruxelles. Certains venaient de la région, du pays, d'autres d'Europe, pour crier cette colère, ce désespoir. Finalement, l'Europe, elle est quand même... pas déconnectés de leur réalité? Alors, l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui organisée, effectivement, est probablement d'ailleurs à l'origine de cette détresse, de la crise des agriculteurs. C'est-à-dire que depuis au moins 30 ans, alors on a une politique agricole commune qui a été mise en place en 62, mais telle qu'on la vit aujourd'hui, elle est en place depuis 1992. Et les orientations qui ont été prises dans cette politique agricole commune depuis 1992, qui est une politique inéquitable, injuste, antisociale, qui n'est pas suffisamment écologiste, a conduit les agriculteurs dans les graves difficultés qu'ils ont manifestées au début de cette année. Et pourtant, c'est le premier budget de l'Europe, et les agriculteurs français en sont les premiers bénéficiaires, avec quasiment 10 milliards d'euros par an. Donc c'est pas suffisant pour leur octroyer un salaire décent aujourd'hui? C'est pas que c'est pas suffisant, c'est effectivement le premier budget de l'Union européenne, c'est 38% du budget total de l'Union européenne, ça donne une idée du poids de cette politique. La difficulté, c'est que ces 10 milliards, c'est 9,5 exactement, 9,5 milliards qui arrivent sur la France sont répartis de façon très inéquitable, avec un mécanisme que vous allez comprendre très facilement et qui est très simple à comprendre. On distribue les aides par unité de surface. Et donc, plus on a des grosses structures, plus on capte les aides. Ce qui conduit à un ratio qui est complètement délirant, mais qui est celui qui nous poursuit depuis 1789, où 81% de l'enveloppe est distribuée à 20% des agriculteurs. En France, c'est un peu moins. Ça, c'est une donnée européenne. Donc, il faut changer ça. Mais bien sûr qu'il faut changer ça. En France, c'est 53% de l'enveloppe à 20% des agriculteurs. Et donc, c'est cette clé de répartition parfaitement inéquitable qui fait qu'on a 80% des agriculteurs qui sont parfaitement oubliés de cette politique publique. Des agriculteurs qui, pour beaucoup, demandent un salaire décent. Exactement. Parce qu'ils ne l'ont pas. Je crois que c'est autour de 28 000 euros net par an en Europe pour le salaire moyen. Alors, selon les pays, selon les disparités, évidemment. Comment on fait pour créer un salaire décent aux agriculteurs français?
dans le revenu des agriculteurs, il y a 2 ingrédients. Il y a le prix de vente des produits, et donc ça a fait l'objet d'un débat sur les fameux prix planchers, de rémunération des coûts de production et d'un salaire. Ça, c'est un premier ingrédient de la constitution du revenu. Et l'autre ingrédient, et il est déterminant, c'est les politiques publiques. Et on a besoin de ces politiques publiques pour créer un filet de sécurité du revenu des agriculteurs. C'est-à-dire que si on n'a pas ces politiques publiques, ça veut dire que le revenu des agriculteurs est exclusivement dépendant d'une économie de marché liée à la loi de l'offre et de la demande pour constituer le prix, et de la constitution du prix à la bourse de Chicago. Eh bien, moi qui suis paysan, je ne veux pas être cet agriculteur dont mon revenu consiste à dépendre exclusivement de ce qui se passe à la bourse de Chicago. Et donc, on a besoin de constituer ce socle, ce filet de sécurité du revenu. Oui, mais c'est quoi ce filet de sécurité? Comment on le crée? Eh bien, on le crée en sortant de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc des aides réparties par unité de surface, qui fait la part belle aux grosses structures, et qui sont souvent les structures qui utilisent massivement des pesticides et des engrais de synthèse d'ailleurs. Et on distribue les aides par unité de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on inverse complètement la tendance. Et un agriculteur qui s'installe crée la première brique d'aide liée à la création de son propre emploi. Et s'il s'associe avec une deuxième brique d'aide, et une troisième s'il prend un salarié, ce qui amène à une situation très favorable à une politique de l'emploi en agriculture, au soutien du revenu des agriculteurs, et sur un autre enjeu déterminant, à accélérer, à accompagner l'installation des agriculteurs, puisqu'on a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. C'est 1 sur 4 en France. C'est un agriculteur sur 4. Qui va partir à la retraite, c'est dans les 5 ans. Mais dans les 10 ans, c'est la moitié. Et donc, on doit créer une vraie politique de l'installation. Et donc, si on donne des aides par unité de main-d'œuvre, on encourage une politique de l'emploi en agriculture. On propose un revenu décent aux agriculteurs. Et donc, on remet de la dynamique dans les logiques d'installation en agriculture. On va partir sur un deuxième chapitre qui est lié, finalement, c'est l'environnement. L'environnement, la colère du monde paysan a rebattu les cartes et a amené une révision de la PAC dernièrement. Le 24 avril. Certaines règles environnementales ont été assouplies aux grandes dames des écologistes, j'imagine, et aux vôtres. Est-ce que vraiment c'était une bonne réponse pour répondre à cette colère? Non, forcément. La colère des agriculteurs, les revendications, c'est le revenu. Et donc, à aucun moment, les agriculteurs disent on veut renoncer à la transition agroécologique. D'ailleurs, on a un très bon sondage des Labs qui a été fait auprès des agriculteurs qui montre que 62% de ces agriculteurs disent il ne faut pas renoncer à la transition agroécologique. 23%, presque un quart d'entre nous, disent la transition agroécologique, c'est une réelle opportunité pour nous. Et on n'a plus que 15% d'agriculteurs réfractaires à la transition agroécologique. Ça veut dire que 85% des agriculteurs, donc une très large majorité, veulent la transition écologique. N'empêche qu'on a fait machine arrière quand même il y a quelques temps, parce que même sur le Green Deal, pardonnez-moi, Monsieur Biteau, parce que sur le Green Deal, par exemple, le projet phare de baisse de 50% de l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030, il a été retiré. Absolument. Donc ça veut dire quoi? L'écologie, maintenant c'est fini? Mais oui, mais c'est là où c'est complètement délirant, parce qu'on a quand même 85% qui nous disent on veut transitionner. Ce qu'on réclame, c'est ce fameux filet de sécurité dont je parlais, c'est-à-dire d'être accompagné. Et en vérité, renoncer à ça, c'est renoncer à l'avenir de l'agriculture, c'est sacrifier le Green Deal, sacrifier l'éco-phyto en France, c'est sacrifier les agriculteurs. Mais au-delà de l'agriculture, au-delà de l'agriculture, qu'est-ce que vous... Mais au-delà de l'agriculture, quand même restons sur l'agriculture. Ce que nous dit aujourd'hui la Commission sur l'évaluation des réelles menaces sur la souveraineté alimentaire, sur le revenu des agriculteurs et sur la capacité à produire demain, c'est le climat, l'effondrement de la biodiversité qui menace aujourd'hui les agriculteurs. Donc on doit accompagner les agriculteurs dans cette résilience de manière à ce que justement ils soient préparés et accompagnés à ce que sur fond de dérèglement climatique et d'effondrement de la biodiversité, ils puissent soutenir la souveraineté alimentaire. Et donc là, on est en train de faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et puis on veut aussi soutenir les grosses structures agricoles, sauf que la Commission européenne nous dit que les 12% de surface qui font encore référence à une agriculture paysanne, familiale et agroécologique produisent 32% des productions agricoles en Union européenne. Alors, donc c'est la démonstration, je finis, c'est la démonstration que ce n'est pas l'agriculture productiviste et intensive qui soutient la souveraineté alimentaire, mais bien cette agriculture familiale, paysanne et agroécologique qu'on devrait soutenir massivement et qu'on n'a toujours pas soutenue, et que la réforme de la PAC qu'on a votée le 24 avril dernier
continue de soutenir à contre-courant de l'histoire. Alors, il faut qu'on progresse un petit peu parce qu'on sent que l'agriculture, c'est un domaine qui vous est cher. Le pacte vert, on en parlait justement il y a un instant. Il y a ces méga camions dont on parle aussi au Parlement européen, qui a ouvert la voie à leur circulation sur les routes européennes. Les méga camions, ils sont déjà autorisés en Espagne et dans d'autres pays. On va peut-être le voir sur cette carte. Notamment sur les pays du Nord. Ce sont des gros calibres, jusqu'à 25 mètres de long. Ils pèsent jusqu'à 60 tonnes. Évidemment, j'imagine que vous êtes contre. On est contre parce que le transport, c'est une activité qui est émettrice de gaz à effet de serre, qui participe au dérèglement climatique. Quand on met des méga camions sur les routes, forcément, on continue de fonctionner sur des logiques de transport qui accélèrent le dérèglement climatique. Et puis après, il y a la question des infrastructures, c'est-à-dire que plus on alourdit les camions sur les routes, plus les routes vont être en difficulté, il va falloir les entretenir. Qui va entretenir ça? Est-ce que c'est les transporteurs qui alourdissent toujours leurs camions, ou est-ce que ça va être encore les contribuables qui vont devoir supporter ces logiques désastreuses sur les infrastructures routières? Donc quelle alternative? Les alternatives, nous, on les porte depuis longtemps. Et Karima Delli, qui était présidente de la commission transport pendant plus de 10 ans au Parlement européen, a porté l'émergence d'un système basé sur le fret ferroviaire. Et malheureusement, on continue de ralentir ou de ne pas avancer assez vite, en tout cas sur le fret ferroviaire. Et sous la pression du lobby des fabricants de camions et des transporteurs routiers, on continue de privilégier des solutions de transport qui ne sont pas les bonnes. Encore une fois, quand on a rendez-vous avec l'histoire, on ne peut pas se permettre de continuer d'avancer sur cette trajectoire-là. Il y a aussi la fin des voitures thermiques neuves en 2035. Ouais. C'est la mesure climatique la moins populaire d'Europe, on va dire. Et pour les classes moyennes, les plus pauvres, comment faut-il, eux? Parce que c'est pas simple de leur dire finalement fin de la voiture thermique et débrouillez-vous. Alors, en 2035, ce qui est proposé, c'est l'arrêt de vente de voitures thermiques neuves. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050. En 2050. Donc ça veut dire que sur le marché de l'occasion, on continuera de trouver des voitures thermiques en espérant que ces voitures thermiques soient les moins impactantes possibles et que ce soit des voitures thermiques plutôt de dernière génération qui sont moins émettrices de gaz à effet de serre et de particules. Mais on n'a pas le choix, il faudra qu'on avance sur une autre façon de se déplacer. C'est comme l'énergie, c'est-à-dire que le meilleur moyen de limiter un parc automobile qui est émetteur de gaz à effet de serre, c'est de réduire l'utilisation des véhicules et donc de privilégier les solutions de transport. Mais pour ça, il va falloir être dans l'offre du transport en commun, de la mobilité, plus incisif, plus ambitieux que ce qu'on est aujourd'hui. Dernier thème, Benoît Biteau, ce sont les migrations. Le vieux continent et le théâtre, on le voit, d'une montée inédite des nationalismes et des partis d'extrême droite. Ils sont d'ailleurs en tête des intentions de vote dans 9 pays de l'Union européenne, comme la France. L'immigration, c'est quoi? C'est une chance ou une menace pour vous? Mais ça a toujours été une chance. Nous, on fait partie des gens qui disent que c'est dans la diversité qu'on trouve la solution. Et quand on regarde l'histoire de ce vieux continent, justement, à chaque fois qu'on a eu des flux migratoires, quels que soient les motifs, quand on y regarde a posteriori, ça a toujours été une chance pour notre continent. Et de toute façon, on ne peut pas construire une Union européenne sur le socle de la paix, sur le socle de la solidarité, et considérer qu'il y a des êtres humains indésirables sur notre continent. Mais est-ce que vous n'êtes pas à rebours de l'opinion publique qui, quand même, souhaite organiser l'immigration ? Mais elle est déjà organisée, elle est très mal. Et donc, on doit, dans ces logiques de solidarité, faire en sorte que ceux qui sont victimes du dérèglement climatique par rapport aux activités industrielles et économiques qu'on a développées précisément sur ces territoires extrêmement développés, on soit solidaires. Mais en vérité, les gens qui sont en situation de migration sont des gens qui n'ont pas choisi de migrer. Je vous invite à réfléchir quand même quelle épreuve plus ultime vivent des gens qu'on déracine de la zone où ils sont nés. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très attaché au territoire d'où je viens. Eh bien, les gens qui sont en migration sont aussi très attachés au territoire dont ils viennent. Et s'ils sont en situation de migration, c'est parce que des événements, des situations les amènent à quitter leur territoire, à se déraciner. Vous n'avez pas voté le pacte asile-immigration qui renforce la lutte contre l'immigration illégale et accélère la reconduction des personnes en situation irrégulière. Pourquoi ?
Mais parce que justement, on est en train de se refermer sur nous-mêmes et qu'on est en train de ne pas assumer ce qui est à l'origine de la migration de certaines populations, de certaines personnes qui sont obligées, encore une fois, de se déraciner, de quitter le territoire. Vous le trouvez trop dur, ce pacte Mais bien asile-immigration? sûr, c'est que de la répression. On ne crée pas les conditions d'un accueil digne d'êtres humains. On est en train de parler d'êtres humains, on n'est pas en train de parler de numéros. Aujourd'hui, beaucoup s'émeuvent du bien-être animal, mais et je ne suis pas en train de dire qu'il faut en rabattre sur le bien-être animal, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais soyons aussi très actifs sur le bien-être des êtres humains. Oui, mais comment fait-on pour justement résoudre le drame de ces migrants? Mais le résoudre, il est à deux niveaux. C'est la gestion immédiate. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des situations de gens qui justifient qu'ils se déplacent et qui donc ils sont en migration. Il faut savoir les accueillir dignement, mais il faut qu'on travaille, et c'est aussi le rôle fondamental de l'Union européenne, il faut qu'on travaille des outils de coopération avec les pays dont sont originaires ces gens-là pour que finalement, ils se trouvent à devoir se sentir bien chez eux et ne pas être dans cette logique de devoir quitter leurs racines, de devoir quitter leur territoire de naissance pour rejoindre d'autres territoires où on leur promet des choses pour lesquelles bien souvent ils sont très déçus. Et donc c'est ça l'enjeu de l'Union européenne, c'est accueillir ceux qui aujourd'hui ont besoin d'être accueillis, mais surtout travailler pour que toutes les conditions soient réunies, pour que des gens ne soient plus déracinés, ne soient plus dans ces logiques migratoires. Benoît Biteau, si vous êtes réélu au Parlement européen, quel est pour vous le défi majeur de cette élection et de ces 5 nouvelles années ? Eh bien, sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, c'est le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. C'est vraiment les deux sujets, et je mets la santé en troisième position également. C'est les trois sujets pour lesquels on a véritablement rendez-vous avec l'histoire, où les politiques publiques sont déterminantes, et y compris sur le dernier sujet de la migration, si on arrive à conduire un combat offensif sur le dérèglement climatique, les flux migratoires vont aussi s'estomper. Donc ces trois sujets-là sont fondamentaux si on veut essayer de préparer un avenir digne et décent, un avenir vivable, une planète vivable pour les générations futures. Donc c'est ça le sujet. Et donc de la même manière qu'on a installé le droit de veto social, où on imagine que plus aucune politique publique européenne doit se mettre en place si les conditions sociales ne sont pas réunies, on doit aussi mettre en place un droit de veto climatique et pour la biodiversité, de manière à ce que plus aucune politique publique soit climaticide à l'échelon de l'Union européenne. Et là, on aura fait un pas de géant. C'est la raison pour laquelle c'est pas l'Europe qu'il faut jeter, mais c'est la gouvernance actuelle qui est trop tournée vers des logiques ultralibérales et conservatrices et qui nous empêche d'avancer sur des politiques publiques, sur des sujets, je répète, pour lesquels on a véritablement rendez-vous avec l'histoire. Merci, Benoît Biteau. Merci à vous.